La ligne bleue balado officielle des Carabins. Renaud Saint-Laurent en compagnie de Raphaël Bergeron-Gosselin, Laurence Blanchette et deux invités de marque aujourd'hui, Julien Leguenec et Jean-Sébastien Bellil de l'équipe de football. Messieurs, bonjour. Bonjour, matin. On vous reçoit aujourd'hui pour mettre la table pour la finale de la Coupe Dunsmore qui a lieu samedi à 14h au stade de TELUS de l'Université Laval contre le Rouge et Or. Un autre chapitre de la rivalité, exactement encore. On va revenir là-dessus dans quelques instants parce que c'est ce qu'on regarde vers l'avant. Mais en attendant, on va faire un petit retour vers le passé parce que vous avez eu deux forts matchs samedi dernier en demi-finale contre l'Université McGill. On va commencer par toi, Julien, quand même, à tout seigneur, tout honneur, joueur de la semaine des unités spéciales au Québec. Bravo. Merci. Bravo. Est-ce que c'est une première dans ton cas? Ouais, c'est une première. Ouais. Parce que t'étais à Sherbrooke avant, je sais pas. Mais j'ai pas joué en plus. Ok, bon. Donc, c'est une première pour toi. Premier titre de joueur de la semaine au Québec au niveau universitaire. Un très fort match parce que t'étais tout simplement partout. Oui, c'est sûr que ton botté bloqué aura peut-être été le fait saillant le plus notoire du lot, mais les unités spéciales, c'est un peu comme quand on a reçu des gars de la ligne offensive il y a quelques semaines. C'est pas nécessairement l'endroit où t'as le plus les projecteurs sur toi, les petites choses, mais les fins connaisseurs auront remarqué que t'étais partout sur le terrain, sur les unités spéciales. Parle-nous de ton match samedi dernier, là. Ben, honnêtement, je pense que la grosse majorité du crédit revient à notre coordinateur justement des unités spéciales, coach Bernard Chabot, parce que pour vrai, il nous a, moi puis d'autres gars, il nous a mis dans des situations toute la semaine d'entraînement, il nous a préparé à ce qu'on allait voir sur le terrain, puis je pense qu'on a vu exactement ce à quoi il nous avait préparé, ce qui fait qu'une fois sur le terrain, pour de vrai, c'était pas dur, on pensait pas, ça faisait juste se passer tout seul en fonction de ce qu'on s'était fait préparer toute la semaine. Donc pour vrai, moi je dirais que pendant le match en tant que tel, ça s'est vraiment juste coulé, puis c'est plus après le match, je te dirais que tu réalises si ça s'est bien passé. C'est comme une forme de prophète, donc Byron. Un peu, ouais, ça s'est passé. C'est un peu le ça, oui, il fait beaucoup de vidéos. Là. Ou une combinaison. C'est une combinaison peut-être des pouvoirs spéciaux. Ouais. Mais donc c'est ça dans la clé parce qu'effectivement c'est pas d'improvisation ce que vous voyez sur le terrain. C'est pas juste on botte le ballon puis on court n'importe où. Là. Tout est préparé. Vraiment, ouais. Et... C'est comme un peu une attaque, honnêtement. C'est comme une offensive, c'est préparé. Toute la saison on s'est fait marteler à dire que c'était sur les détails, ça jouait sur les détails, puis il n'y a pas de différence là-dessus sur les unités spéciales. C'est la même approche qu'on reçoit quand on se fait coacher. Mais quand même, faut le dire, bloquer un botté de dégagement, c'est pas fréquent. Ça arrive pas à tous les matchs nécessairement. Quand ça arrive, c'est spectaculaire. C'est effectivement très avantageux parce qu'on reprend le ballon immédiatement où ça a été botté ou presque. C'est quoi le feeling? Comme tu cours, tu sautes, à mener un jour tu y touches. Hein? Pour vrai, c'est parce que honnêtement, sur ce jeu-là, j'étais comme j'ai dit, c'est une affaire que Byron avait dessinée, qui s'est déroulée exactement comme on le voulait. Donc, je suis un peu passé dans le bar, je dirais. J'ai comme pas vraiment eu de résistance. Ouais. Ce qui fait qu'après, une fois que t'es rendu au deuxième niveau, ben c'est juste. T'étais là. C'est ça. Y a pas vraiment encore une fois, comme je disais, il y a pas vraiment de réflexion. Il faut juste courir le plus vite que tu peux, puis tu te rends, puis tu mets tes mains, comme il disait, nous toujours aussi, Byron low and long, c'est-à-dire de pas sauter dans les airs, tu sais. Une fois que t'es rendu au deuxième niveau, tu plonges, puis t'espères que ça va le faire. Puis là, quand tu sens la balle sur tes bras, sur tes mains, ben là, tu sais que. T'as pas la foule. Ça c'est un énorme feeling pour le vrai. Je comprends. La seule fois que ça m'est arrivé, c'était au secondaire, puis comme j'ai recherché ce feeling depuis. Ouais, il y a un petit peu plus de monde en foule au secondaire, j'imagine. C'est pas mal plus. C'est en faire un petit peu plus de monde des estrades. Puis on t'a vu à quelques reprises, donc des beaux plaqués et tout. Ça a permis de te voir à la télévision, de faire quelques pas de danse. Qui ont été remarqués quand même. Parce que moi, j'étais pas là, j'étais en voyage, messieurs, je viens juste de revenir. Est-ce qu'on pourrait avoir une démonstration? Je sais pas si ça se refait. Je l'ai pas vu. Ça prend de l'espace, en fait. C'est ça. Ça prend beaucoup d'espace. Je m'essayais. TV Sport la semaine prochaine, puis si ça se passe bien, ben, tu devrais Si on fait notre job. Génial. Excellent. Félicitations pour cette bonne semaine-là, Jean-Sébastien Bellil. Donc, je me tourne vers toi, demi-défensif de 5e année. C'était ton dernier match au Sepsum, parce que, comme on l'expliquait hier lors du balado, peu importe ce qui arrive, on ne jouera plus au Sepsum cette année. Exact. Donc, ton dernier match à domicile, une interception, une très belle interception, faut dire. C'est une question de millimètres, de pouces, là, de très peu, sur les lignes de côté. Ça, c'est un fait saillant, mais pour un demi-défensif, là aussi,
quand on te voit pas à la télé, c'est quasiment une bonne nouvelle parce que t'as réussi à tellement bien couvrir ton joueur, ton receveur, qu'on te voit pas dans tout ça. Mais bon, des faits saillants comme ça, c'est le fun une fois de temps en temps. C'était comment pour toi? Donc, raconte-moi ton interception, mais aussi dans l'ensemble, ton dernier match devant la foule des Carabins. Ben, si je peux commencer avec le match, c'est sûr que bon, j'apprêtais ce match-là avec beaucoup d'attentes, autant émotionnel que de performance. Je voulais démontrer à tout le monde que bon, ben, pour mon dernier match, je voulais bien finir, puis j'en avais parlé à beaucoup de personnes autour de moi que c'était un match qui était important autant que pour les séries, autant que pour moi personnellement. Donc au début du match, j'étais vraiment dans ma bulle, j'essayais d'aller voir tous les coéquipiers, puis leur dire bon ben c'est mon dernier match avec vous ici au Carabin, au Sepsum, puis je veux qu'on fasse ça bien. Fait que c'est sûr que bon, j'ai apprêté ce match-là comme étant mon dernier au Sepsum, puis c'est sûr que ça te motive beaucoup plus de savoir que bon, c'est la dernière fois que t'es à la maison. Puis pour ce qui est de l'interception, c'est un jeu qu'on avait vu, l'autre équipe avait fait exactement le même concept de passe 2 séries avant. J'avais une petite idée que ça s'enlignait de ce côté en direction de ce joueur-là. Fait que je me suis juste placé un petit peu plus profond. Puis lorsque j'ai vu la passe décocher, ben, je me suis dirigé directement au ballon. J'allais pour le plaquer, mais quand j'ai vu que la balle était un petit peu plus forte, un peu lancée un petit peu plus haute, j'en ai profité pour me diriger vers le ballon, puis j'ai collé mes pieds au sideline parce que je voyais que j'allais sortir. Mais vraiment, puis c'est ça aussi, ben, peut-être 2 demi-défensifs, là, on peut s'entendre là-dessus. C'est pas évident, ben, même dans toute position défensive, de devoir prendre à mener cette décision-là entre j'effectue le plaqué ou je peux faire un jeu un peu plus, parce que y a rien de pire que de rater une interception, puis là, le gars l'attrape, puis il file 20 verges et tout. Et ma foi, c'est une question de fraction de seconde. Là. Ouais, ben c'est sûr que j'ai Olivier Fréchette qui souvent me dit de jouer le ballon plus que le joueur. Ouais. C'est arrivé quelques fois dans le passé que j'en ai juste profité pour frapper le joueur. Ouais. Je pense que là, à ce moment-ci dans la partie, on avait besoin d'un turnover, d'un revirement. Ça allait pas nécessairement bien à l'attaque. Je pense qu'on se stagnait un petit peu. Donc le fait justement d'intercepter le ballon, ben, ça nous permettait à notre offensive de reprendre une bonne position de terrain. Avec un plus court terrain, exactement. Puis je pense que ça a fonctionné tout de suite après. Surtout l'énergie aussi. Il faut jamais oublier l'énergie que ça apporte, un revirement, botter bloqué, quoi que ce soit. Des gros jeux comme ça, inattendus. On se rappelle lors de la victoire contre le Rouge et Or ici à domicile, les 2 interceptions consécutives ont aussi raplombé l'équipe. Donc c'est toujours ces petits détails-là, j'imagine. On l'a parlé avec Brian la semaine passée. On peut pas commander un revirement, hein, ça se dessine pas. Mais quand ça arrive, c'est un bon coup d'énergie, là, assurément. Faut en profiter. C'est comme je disais à la fin de la partie, en fin de semaine, c'est une bouffée d'énergie, c'est une vague qu'on a dans notre dos qui nous permet justement de soutirer un momentum à l'autre équipe. Puis non, je pense qu'en défensive, c'est notre boulot de causer des revirements, permettre à notre offensive de reprendre le ballon. Puis je pense que c'est ça qu'on essaie de faire le plus souvent possible. Pour en terminer avec samedi dernier, hier, on parlait, nous, de notre œil d'observateur un peu naïf. On n'est pas des joueurs de foot, mais on pense qu'on connaît ça un petit peu. On a écouté quelques games dans notre vie, mais on se disait, dans l'ensemble, collectivement, c'était potentiellement le meilleur match de l'année, samedi dernier, des Carabins, le plus complet dans les 3 phases du jeu. Mais on n'étudie pas la vidéo comme vous et tout. Est-ce que vous êtes du même avis ou, je sais qu'il y a des choses à corriger, c'est pas parfait, mais en termes de performance collective, ou il y a d'autres performances collectives qui vous viennent en tête qui étaient plus convaincantes cette année, ou samedi dernier, c'était un de vos meilleurs matchs? Julien, je commence avec toi. Ben moi, je dirais que je serais d'accord dans l'optique où je pense que c'est notre match le plus constant de l'année, selon moi, dans le sens où, tu sais, on a eu d'autres matchs parce qu'on a dominé, mais c'était jamais vrai. On a dominé, mettons, un quart, une demi ou une fin de match, etc. Alors que là, je pense que c'est vraiment un match que c'est peut-être pas le match où on a le plus dominé rapidement, mais je pense que c'est le match où on a été le plus constant tout au long de la rencontre, comme tu l'as dit, sur les 3 phases de jeu. Je pense qu'on n'a pas fait de revirement en offensive. On en a créé plusieurs. On a créé plusieurs en défensive. En fait, même sur les unités spéciales, on a fait quelques jeux qui reviennent un peu à des revirements. Donc, dans cette optique-là, je pense que justement, c'est ça. C'est aussi le match, dans le fond, justement, que je pense qu'on a le meilleur différentiel de revirement. 7 sacs du corps aussi, là, c'est quand même. C'est pas n'importe quoi. Ouais. Donc, comme tu disais, moi, en général, je suis d'accord que c'est le match le plus constant, puis peut-être pas le plus complet. Jean-Sébastien? Ben, dans le même ordre d'idée, on peut parler justement de botter bloqué sur les unités spéciales. On a fait quelques bons retours. On a accordé pratiquement, je dirais, 5 verges sur les kick-off return. Je pense qu'on a été très efficace sur ces volets-là
la partie. En défensive, comme tu l'as dit, 7 sacs du corps. On a des plaqués pour perte, on a une interception, un échappé provoqué. Puis à l'attaque, on parle de 5 touches offensifs. Je pense que c'est une première cette année. Ouais. Donc, autant par le volet de la course, puis le volet aérien. Donc, c'est vraiment là, en tant qu'équipe, en tant que défensive, voir notre offensive travailler comme ça, ben, c'est motivant, puis ça nous donne vraiment confiance. Ça a fait vraiment du bien ce match-là parce que ça suivait une semaine de congé, mais qui suivait aussi 2 défaites de suite, quelque chose qu'on ne voit pas nécessairement souvent ici à l'UDM. Ça a été une période d'adversité. On va appeler un chat, là. Ça a été une période un peu plus difficile, ces 2 défaites-là. Mais je vous en parle parce que vous êtes 2 meneurs dans l'équipe, 2 leaders à votre façon différente. Jean-Sébastien, t'es un gars respecté de 5e année, un vétéran. Et toi, Julie, t'es un gars d'énergie. Hein, ces gens-là sont aussi des pôles différents de leadership. Mais je me rappelle très bien t'avoir vu sur les lignes de côté, même à Sherbrooke, dans la fin du match, essayer de motiver les gars. Les 2 font un bon travail de leadership. C'est comment on réagit dans ce genre d'adversité-là, quand on n'est pas nécessairement habitué, hein, parce que, bon, 2 défaites de suite, ça n'arrive pas souvent à l'UDM, mais même aussi, vous arrivez de programmes bien souvent gagnants au collégial. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vécu ce genre de difficultés-là. Comment qu'on réagit? Je vais commencer par toi, la 5e année. Ben, c'est sûr que moi, ça n'a pas toujours été facile de contrôler mes émotions suite à des défaites ou à des événements plus difficiles lors des parties. Je pense que contre Sherbrooke, j'avais pas nécessairement fait preuve d'un bon leadership parce que bon, j'étais un petit peu frustré par ce qui se passait sur le terrain. Mais ça, c'est des choses qu'on apprend avec l'âge, avec l'expérience. Puis par la suite, bon, arrivé à Laval, on en avait parlé avec certains vétérans, avec certains coachs qui faisaient modifier notre attitude suite à justement des moments plus difficiles. Puis je pense qu'à Québec, bon, j'avais beaucoup travaillé sur moi. Même si ça allait moins bien, ben, je gardais la tête haute puis je travaillais. Puis c'est sûr que en tant que vétéran, ben, il y a des premières années, des deuxièmes années, des troisièmes années qui te regardent puis qui prennent exemple sur toi. Puis c'est sûr que c'est là que ton rôle de vétéran devient important. Même si t'es pas nécessairement un capitaine dans l'équipe, il faut que tu démontres que tu as confiance en ton équipe. Ouais, parce que tu paniques, c'est pas bon signe. Si le gars de 5e année panique, c'est ligne de côté, c'est sûr que... Ben c'est ça, c'est pas ça. nécessairement une chose que tu veux faire. Donc malgré tout, même si des fois j'ai de la misère à me contrôler un petit peu, c'est tout le temps des émotions fortes que je démontre, mais des émotions fortes parce que je veux gagner et non parce que je suis démotivé ou fâché après mes coéquipiers. C'est vraiment parce que j'ai un désir de gagner qui est vraiment intense. Donc, mais c'est sûr qu'il faut travailler là-dessus parce que veux pas, ça influence aussi nos actions sur le terrain. Si on voit que du noir, ben ça ne nous permettra pas de faire les jeux correctement aussi. Ça peut te consoler, moi je vis encore ça dans des ligues de bière, tu sais, fait que genre, ça va peut-être te suivre toute ta vie. C'est ça, exact. C'est pire, là. Tu n'as personne pour te dire d'arrêter dans ce temps-là. Exactement, t'as pas de coéquipier qui viennent te voir. Comme ta mère fait comme t'es bien gênant, tu sais, à fond de ça, comme il y a personne, mais je comprends, c'est un combat, des fois ça va pas toujours comme on veut, puis comme tu dis, on porte plusieurs chapeaux dans ton cas, celui de 5e année, de vétéran, t'obliges quand même un peu aussi à demeurer positif dans ce cas-ci. Tu veux donner l'exemple. Exactement. Toi, Julien? Ben, ouais, c'est ça, comme c'est de l'adversité. Moi, je pense qu'il y a un peu comme Jean-Seb, dans le fond, moi aussi, je suis quelqu'un de très, très émotif dans la vie. Moi, souvent, comment je vis mes émotions, c'est justement qu'il faut que j'extériorise le plus possible ces choses-là. Puis justement, je pense que c'est un peu ça qui était représenté quand tu disais que j'étais sur les lignes de côté à Sherbrooke en train d'essayer de crier puis de parler pour essayer de motiver. Parce que c'est aussi un match où j'avais pas énormément joué non plus. J'avais surtout joué en 2e demi, ce qui fait que moi, j'avais de l'énergie à sortir de ce match-là. Ouais. Puis overall, comme tu dis, une période d'adversité comme ça, je pense qu'on est tous d'accord dans l'équipe en général pour dire que c'est les meilleures périodes d'apprentissage possibles, justement parce que c'est dans ces moments-là que les pires côtés de toi personnellement et de l'équipe vont ressortir. Donc c'est dans ces moments-là justement que ça va être plus facile de travailler dessus parce qu'ils vont être mis en évidence. Absolument. Puis je pense que c'est ça qu'on a vraiment essayé de faire pendant les semaines qu'on suivit justement aux 2 défaites parce que il y avait personne dans ce vestiaire-là qui était satisfait de la situation. Il y avait personne qui voulait comme rentrer comme ça dans les playoffs un peu par la porte en arrière.
Fait que je pense qu'il y avait un sentiment général dans l'équipe de vouloir comme se racheter un peu, puis de juste d'aller vers l'avant avec le match contre McGill en demi-finale. Je pense que c'est ce qu'on a fait. J'ai un bon ami dans l'équipe, Vinci numéro 11, qui m'a déjà dit que quand tu regardes par en avant, même quand ça va bien, ben c'est là que ça devient plus facile à le faire quand ça va mal. Absolument. Je pense que c'est un peu cet esprit-là qu'on a essayé d'aborder toute la saison, justement. Puis je pense que ça nous a aidé à passer à travers ces 2 défaites-là, se relever, rester unis, puis juste roll on with it, puis essayer de continuer à s'améliorer à chaque jour. Absolument, puis tant mieux si ça vous fait grandir aussi, ces événements-là. C'est dans le sens que du succès et tout, c'est bien, mais c'est pas... Là, vous avez gagné des leçons importantes, puis l'important, de toute façon... Dans tous les sports, c'est la même chose. Hein? C'est pas comment tu commences, comment tu finis. On est dans une nouvelle saison. On a besoin de 4 victoires de suite pour soulever la Coupe Vanier. Tu en avais déjà une de faite. C'est une étape à la fois. Prochaine étape samedi contre le Rouge et Or. Un match que les 2 équipes se sont séparées, la série de 2 matchs en saison régulière. Chacun des victoires à domicile. Évidemment, bon, là, on aurait peut-être préféré que ce soit chez nous, mais ça, on s'en va à Québec. C'est pas grave. Ça suit une très belle performance. Et là, on arrive à Québec gonflé à bloc avec une attaque qui fonctionne bien. Marqué le plus de touchés de sa saison samedi dernier. La défense, unité spéciale, on en a parlé. C'est très positif. On débarque à Québec avec une équipe gonflée à bloc. Quelle va être la clé? On va regarder d'abord défensivement. Là, Jean-Sébastien, je me tourne vers toi parce que c'est un petit peu plus de temps de jeu régulier en défensive. Défensivement, on fait affaire à un corps recru, Thomas Bolduc, qui a beaucoup de succès, qui est venu en relève à la mi-saison suite à notre match ici au Sepsum. Donc, on l'a affronté une fois, il nous a vaincus, c'est une victoire. C'est quoi la clé par rapport au premier match? J'imagine que ça va être un peu de le confondre, un jeune corps. C'est sûr que nous autres, on va arriver préparés. Je pense que Danny, puis Coach Byron, ainsi qu'Olivier et Glad font du très bon boulot pour nous préparer des jeux, un plan de match qui va être efficace. Présentement, nous autres, on est en train de pratiquer justement tout ce qu'on est en train d'apprendre par rapport à leur offensive. On a beaucoup de vidéos qui vont être faites, donc on va essayer en tant que défensif surtout, de comprendre les types de tracés qu'ils vont faire devant nous, les concepts. Après ça va être de voir, d'être capable de déceler assez rapidement. On va vouloir faire des interceptions, des turnovers, on va vouloir diminuer la course, ça c'est sûr et certain, parce qu'ils vont vouloir courir, et c'est sûr. Pour ce qui est de Bolduc, c'est sûr que c'est un carrière qui est assez jeune, qui n'a pas nécessairement vu beaucoup de football depuis qu'il est à l'université. Malgré tout, il fait du bon boulot. Oui, vraiment. Donc, nous, de notre côté, on va essayer de faire un petit peu ce qu'on a fait quand on est allé à Québec. On n'a pas accordé énormément de jeux. Je pense qu'on a fait quelques erreurs qui nous ont coûté la partie, malheureusement, mais on a appris de cette défaite-là. Donc, je suis pas mal sûr qu'avec le game plan qu'on est en train de mettre en place, ça devrait bien fonctionner de notre côté. Quand tu affrontes un carrière comme Thomas Bolduc un peu, qui fait pas beaucoup d'erreurs puis qui n'hésite pas à se débarrasser du ballon, lancer dans les estrades, débarrasser du ballon versus lancer une passe risquée que vous pourriez intercepter, est-ce qu'en tant que joueur, tu te dis, merde, c'est frustrant parce que j'aimerais ça qu'il lance pour qu'on puisse faire quelque chose, ou de notre côté, tu te dis, bah non, il voyait rien, nous on a fait notre travail, puis en bout de ligne, parce que c'est positif aussi, ils n'ont pas avancé sur le terrain. De quelle manière? Parce qu'il y a 2 manières de voir ça dans le fond, là. J'aimerais ça de savoir de quelle manière vous, sur le terrain, vous voyez ça. Ben, c'est sûr que moi, je le vois vraiment comme un carrière qui veut pas nécessairement prendre de chance comparativement à ce que Samuel Chenard a fait à la première partie. Je pense qu'il lance qui est libre, puis de temps à autre, il va essayer de faire des longues passes ou aller chercher beaucoup de verges, mais c'est pas quelqu'un qui va, en tout cas de ce que j'ai vu, ne va pas prendre nécessairement des chances dans le trafic ou des petites passes risquées. Il va aller chercher ce qu'il est capable d'aller chercher, puis au pire des pires, ils vont minimiser les dégâts. C'est vraiment comme ça que je l'ai perçu à la première partie quand on a joué contre lui. Puis maintenant, c'est ça, c'est à nous en tant que défensive de faire effectuer notre plan de match comme il faut, puis on va réussir à les stopper, puis à faire causer des revirements ou tout simplement faire des 1-2 punts. Puis c'est vraiment ça ce qu'on va essayer de faire. C'est ça la clé. Des courtes séquences, puis je pense qu'on l'a démontré c'est un mois à Québec. On a été capable de les stopper à plusieurs reprises, donc c'est pas quelque chose qui me stresse pour en fin de semaine. Julien, les matchs contre le Rouge et Or, c'est souvent des petits événements qui vont déterminer un jeu par-ci par-là. C'est niaiseux, hein? Une pénalité sur une unité spéciale sur un 3e essai, le jeu d'après il marque un touché.
tu peux vraiment encercler 2 ou 3 jeux qui décident un match parce que c'est tellement serré entre ces deux équipes-là. Ça va être dans la préparation, donc pour minimiser ces erreurs-là, ces erreurs mentales-là, ces erreurs d'exécution-là. Quelle autre clé ça va être pour vraiment que ces 2-3 jeux qui font la différence soient de notre côté? Honnêtement, tout ce que tu peux faire pour t'assurer de pas vivre ce jeu-là en tant qu'équipe, c'est comme tu dis te préparer, mais c'est surtout qu'avant chaque jeu, s'assurer que tout le monde sur le terrain est sur la même page. Ouais. En gros, c'est souvent ça qu'on dit. Peu importe que, mettons, le signal des lignes de côté des coachs aux joueurs, mettons, ce serait mal transmis ou peu importe. À la fin de la journée, on se fait tout le temps répéter que ce qui est important, c'est que les 12 gars qui sont sur le terrain doivent être en synchronisation sur la même page, sur la même longueur d'onde. Donc, selon moi, je pense que ça va passer par là pas mal tout le long du match. C'est la première équipe qui va flancher, qui va faire une erreur mentale, selon moi, qui va justement donner ce jeu-là à l'autre équipe. Moi, comment je vois ça, c'est ça. T'sais, oui, c'est sûr que on va essayer d'aller chercher des jeux, chaque équipe, on va essayer de faire quelque chose. Ouais. Mais sauf qu'à la fin de la journée, en faisant ta job, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, que soit une erreur d'autre équipe, soit que, comme contre McGill, le jeu était juste parfaitement dessiné pour la situation. Il y a quelque chose qui va débloquer, mais c'est tellement imprévisible, ces jeux-là, justement, avant un match, que tout ce que tu peux dire, c'est qu'à chaque jeu, tu vas faire exactement la job que tu es supposé faire. Ouais. Puis qu'à un moment donné, le jeu va arriver. Ouais. Mais c'est exactement ça, parce qu'on dit souvent faire le 1/12e du travail, mais c'est ça, parce que t'as beau réussir la plus belle couverture au monde, si ton coéquipier à côté de toi s'est trompé de jeu, ça sert à rien. Ça aura servi à rien finalement. Là, c'est rare qu'un jeu soit purement un effort individuel. C'est très, 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 très rare au football. C'est vraiment un cas d'une unité ensemble en osmose. Et puis, en fin de saison comme ça, en théorie, tout le monde est sur la même page parce qu'il y a beaucoup de football derrière. Surtout en défensive, je dirais, là, vous pouvez me corriger, là, mais parce que là, ça peut créer un trou rapidement. En défensive, c'est sûr que si un receveur qui court pas le bon tracé, puis en bout de ligne, il y en a un autre de libre, on peut quand même lui donner le ballon. Mais en défensive, la marge d'erreur est très mince parce que si tu vas pas du bon côté ou si tu couvres pas le bon gars, là, il va y avoir quelqu'un de libre en quelque part. Là. Exactement. Et la dernière fois qu'on est allé à Québec, plus de 19 000 personnes, une foule record au stade de TELUS de l'Université Laval. Ça donne une énergie, hein, parce que c'est pas vrai que c'est parce que c'est pas chez nous qu'il n'y a pas d'énergie. D'un, il y a beaucoup de partisans des Bleus dans ces 19 000 personnes-là, mais il y a aussi une énergie qu'on va dégager de se faire huer finalement ou quoi que ce soit. Comment vous prenez ça d'aller jouer à Québec? T'as joué à Québec pendant un bon bout de temps aussi au Cégep, à CNDF, mais au PEPS, au stade TELUS, comment tu prends ça, toi, quand tu vas être aussi à ton dernier match? Peut-être là-bas, peut-être la Coupe Vanier si on s'y rend, mais pour être ton dernier match, tu prends ça comment, ce dernier match-là? Moi, l'énergie que ça me donne, ça me fait vraiment rire parce que, je pense que ça fait 3 ans consécutifs qu'il y a une troupe de jeunes que j'ai aucune idée c'est qui crie mon nom pendant le warm-up puis pendant les matchs. Sont là, ça fait au moins 2-3 ans, puis je trouve ça drôle, là, c'est vraiment... Je sais pas s'ils essaient de rentrer dans ma tête ou quoi que ce soit, mais ils me crient après tout le long du warm-up, puis durant les parties quand je suis du côté de leur côté des estrades. Donc ça me fait très rire. C'est une certaine source de motivation parce qu'en même temps, s'ils prennent le temps de crier mon nom, c'est parce qu'ils me connaissent, puis ils voient que c'est quelque chose de bien. C'est ça. C'est pas tes amis de Trois-Rivières qui descendent à Québec. Non, mes amis de Trois-Rivières, on les reconnaît assez rapidement. Ils te ressemblent, la dernière partie, je pense qu'il avait fait une vingtaine d'affiches avec mon visage, avec plein de faces de moi très rigolotes, puis ils avaient toutes marquées dans le front, dans le dos, sous des pancartes. Ils sont facilement identifiables. Ils étaient facilement identifiables il y a un mois, mais c'est sûr que oui, après avoir 19 000 personnes dans les estrades, quand tu te prépares durant la période d'échauffement ou juste après l'hymne national, puis tu te prépares pour le kick-off ou le kick-off return, puis tu vois les estrades, les gradins remplis à bloc, c'est vraiment motivant. Je pense que tu sens l'énergie qui est présente. Ça me rappelle la première partie que j'ai jouée justement au stade TELUS là, en 2015. On commençait la saison là-bas, puis ça m'avait vraiment marqué. Aujourd'hui, je vis ça plus comme une certaine motivation, mais non comme un stress.
Puis c'est toujours agréable d'aller jouer là-bas. C'est une ambiance qu'on ne vivra pas ailleurs. C'est une belle fête du football, que ce soit ici ou au Sepsum, là, des estrades remplies, des tailgates animés et tout. Amenez-en des rivalités comme ça. Là, je veux dire, c'est super bon pour le football. Là. C'est bon pour le football québécois dans l'ensemble, mais aussi pour les deux institutions. Toi, Julien, aller jouer à Québec, ça te fait quoi? Ben pour vrai, moi, j'ai toujours... ça, c'est vraiment depuis que j'ai commencé à faire du sport. J'ai toujours préféré jouer à l'extérieur d'une certaine manière qu'à la maison parce que, comme, je sais pas, le fait d'avoir une foule que ce soit 3 personnes ou de 40 000 personnes, pour vrai, juste le fait d'avoir du monde qui sont là pour te voir perdre, moi, c'est juste ça, c'est un élément de motivation que ce soit dans un match ou dans ma vie en général, ça a toujours été quelque chose qui me pousse tout le temps à vouloir en donner plus, puis à vouloir justement clouer le bec à toutes les personnes qui assument et qui désirent te voir échouer. Donc moi, pour le vrai, c'est tout le temps comme ça que... c'est tout le temps ça l'émotion principale que je ressens quand je joue au PEPS. C'est vraiment juste... c'est de l'excitation, pour le vrai, c'est... l'excitation, je trouve pas d'autres mots en ce moment. C'est vraiment juste ça. Puis c'est ça, juste le fait de pouvoir clouer le bec à une foule de 20 000 personnes. Cette opportunité-là est juste assez pour absolument. Je veux dire, c'est une belle source de motivation qui va vous donner des ailes samedi. Le renonceur maison, il est comme moins craqué là, quand on gagne à la fin, on dirait. Je sais pas pourquoi. Étonnamment. Ça serait effectivement génial. Donc, samedi, ça va être un grand match. Rapidement, bon, Julien, on va te retrouver l'année prochaine. C'est ta 3e année, deuxième année avec nous, mais 3e année de football au complet. Exactement, il m'en reste 2. T'en restes 2. Jean-Sébastien, c'est ta dernière année avec nous. C'est quoi la suite des choses pour toi dans ta carrière professionnelle ou de football? Ben, c'est sûr que on va attendre à la fin de la saison pour voir ce qui débloque avec le football, si il y a quelque chose. L'année passée, j'avais participé à quelques combines. Finalement, ça n'avait pas fonctionné au repêchage. Fait que c'est sûr que je me ferme pas la porte la possibilité d'être agent libre, mais on contrôle pas nécessairement ça. C'est pas moi qui va pouvoir décider de prendre cette décision-là. Sinon, moi, je termine mon bac cet automne avec la majeure en enseignement. Moi, j'arrête le bac au préscolaire primaire, mais je vais quand même avoir ma majeure en sciences de l'enseignement, ce qui va me permettre à court terme de faire de la suppléance. Puis je vais travailler aussi dans un restaurant. Puis j'ai une possibilité là, de retourner faire un DEP ou de faire une technique au cégep en intervention à l'enfance. Donc j'attends de voir ce qui se débloque avec le football. S'il n'y a rien au niveau de la CFL, il y a peut-être le trip en Europe qui m'intéresse. Donc c'est vraiment ça là, à court terme. Pourquoi pas dans le sud de la France? Là, exactement. À Nice, là, je sais pas. Aller rejoindre. Samuel Drapeau qui joue là présentement. Je pense qu'il va entamer sa 3e saison. Et où lui déjà? Il est à Nice. Nice. Donc, pas vilain, hein? Non. Pourquoi pas? Un petit voyage. Tu vas déjà foot à Nice sur le bord de l'eau. Faire en sorte que tes années de football te permettent de voyager un petit peu puis d'en profiter. C'est quand même. C'est le temps de faire. Profitez-en. D'abord, profitez de samedi à Québec, puis de la suite des choses. Mais donc, la finale de la Coupe Dunsmore, samedi à 14h. Vous pouvez l'écouter à TVA Sport de 13h30 l'avant-match. Le match est à 14h. Le match de l'année. Ça va être tout un match. On a très très hâte. Dans une semaine très chargée, on a vraiment hâte à samedi. Ça va être absolument génial. Messieurs, au nom de toute l'équipe, bonne chance samedi pour la suite des choses. Merci d'être venus ici en studio. Merci à vous. Et nous, on se retrouve mardi prochain pour le prochain épisode de La Ligne Bleue. Salut!